I'm a Cameroonian by birth and by parents. Je suis Camerounais de père et de mère, puis par la loi du sang et la loi du sang. Je suis un rêveur du monde, en réalité. Je suis un enfant passionné par les affaires du monde, par les relations internationales en réalité, par les brassages de cultures, par la coexistence des peuples. J'ai embrassé des carrières universitaires, académiques et professionnelles qui collent bien à ce rêve-là. Donc en réalité, je suis diplomate de carrière, je suis universitaire spécialiste du droit international et je réfléchis aujourd'hui sur les grandes limitations de la coexistence entre les nations. Produit d'une famille de nombreux enfants également, j'ai appris très tôt à gérer les gens, à vivre les gens avec les gens, à souffrir, mais aussi à intégrer toutes les contradictions des rapports humains et difficultés d'intérêt dans ma démarche. Tout cela ne va pas sans une certaine projection dans un activisme pour la protection des faibles et pour la lutte en vue de rétablir la justice partout où elle est compromise, de restituer aux gens un peu de dignité. Je pense que j'ai fait le tour. Avec ce que je vous ai dit, il était logique, il semble logique, il est même logique que je me sois beaucoup penché sur le destin de l'Afrique et de l'homme noir. J'ai été très marqué par la situation des Noirs américains, comme nous les appelions, que nous envisagions à l'époque sous un jour heureux, mais qui, avec le temps et en grandissant, en étant beaucoup plus instruits, en appréhendant suffisamment le monde par la réalité, nous avons compris que c'était une fraction de nous-mêmes qui était en souffrance. Et avec le besoin personnel d'un éclatement, ça m'a amené à commencer par me poser la question sur qui nous sommes dans le monde, en réalité. Comme une forme de révolte. Parce qu'il ne faut pas oublier que je suis entré dans le monde, comme je vous dis, d'une très grande famille, pauvre, dans un milieu populeux, où on ne mangeait pas assez. Et la perception que j'ai eue des États-Unis et du monde, des Noirs, m'a conduit dès l'âge de 16 ans, j'étais en troisième, je me souviens, a produit un premier article dans ce qu'on appelait à l'époque Bingo, l'OTAN, le Portugal et l'Afrique. Et ça reste une gloire pour moi, j'avais 16 ans, et ça a été publié dans Bingo. Je crois que on peut les ranger globalement dans 3 grands temps. Dans un premier temps, un besoin d'appréhender le monde en ne limitant sur une vision confrontationnelle et injuste, faite de la marginalisation, la discrimination à l'égard des Noirs de l'Afrique. Dans un deuxième temps, une volonté d'entrer pleinement dans une réflexion normative de l'ordonnancement des rapports internationaux et des rapports humains tout court. Et puis enfin, dans un troisième temps, à associer une réflexion globale sur les événements de la société, sur le vécu quotidien, avec une volonté d'innover dans la pensée du destin de l'humanité. Ça vous dit quoi? Ça vous dit, en gros,
je publie, après cet article, le premier point important, c'est avancez, vous ne nous attendez pas. C'est un livre. Nous ne faisons plus partie du même monde. Le cri, le revol d'un intellectuel africain. Je pense que l'éditeur à l'époque était vraiment effrayé par le titre. C'est pas possible. Et puis après, j'ai publié dans une somme d'autres livres, tels que Repenser la diplomatie, Pensée unique et diplomatie de guerre, L'effondrement inéluctable des dictatures, L'oreille d'un nouveau siècle, le multilatéralisme, ainsi de suite, jusqu'à ce que je publie L'impossible paix mondiale, qui est l'aboutissement, parce qu'en réalité, au bout de cette réflexion dense sur les questions internationales, j'ai abouti à cette conclusion. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que en réfléchissant davantage, il faut se poser le problème, il faut se poser la question de est-ce que les raisons, est-ce que c'est vrai, c'est la conclusion, c'est l'ascension d'un cheminement dans la pensée. Après plusieurs observations, après plusieurs pratiques, il ne faut pas oublier que je suis diplomate de profession et que j'ai souvent vu que les grandes conférences n'étaient pas celles que l'on croyait. Elles se négociaient avant qu'on arrive d'ailleurs sur le champ du travail. Et du coup, je laisse ça de côté. Quand on se produit l'Irak, la Libye, la Syrie et tout, je suis obligé de publier Conflits d'éthique et crises de la relation internationale. Parce qu'en fait, toute la démarche là, c'est une juxtaposition de valeurs qui ne s'arriment pas dans un même panier. Alors, comme on parlait des DST, panier de devises qui forment une monnaie invisible. Et je vis dans la douleur en réalité. Parce que dans le même temps, plusieurs personnalités sont en lutte dans ma pensée. Est-ce qu'il s'agit simplement d'appréhender une nouvelle appréhension, une nouvelle prédisposition du monde qui permettent de développer de nouvelles normes pour un universitaire, pour un chercheur? Dans ce cas-là, est-ce que je ne vais pas trop vite parce qu'il n'est pas encore résolu les problèmes qui sont latents à l'Africain? Et il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas, on continue de rêver. La critique n'est pas suffisante parce qu'on dort, en réalité. On développe autour de Cheikh Anta Diop seulement après sa mort. Il existait avant. C'est quand il meurt que les gens commencent à le célébrer, alors qu'il avait fait œuvre utile depuis longtemps. Du coup, je publie Fondement culturel du retard de l'Afrique noire. L'éditeur d'ailleurs corrige parce qu'il avait mis Fondement culturel de l'arriération de l'Afrique noire. Après, je publie L'Afrique noire est foutue, qui est une observation à partir du cas d'un jeune cinéaste qui rencontre énormément de problèmes dans son pays. Et comme si cela ne suffisait pas, je republie La malédiction de l'Afrique noire, de la négritude à la négocratie. La personne ne comprend rien dans ce que je vais dire en réalité. C'est un livre qui reste d'ailleurs encore à travailler, à retravailler. Et c'est pendant que je suis, lorsque j'ai fait tout ce chemin-là, il y a une espèce de remise en ordre du monde, qui est la conséquence immédiate de la manière dont l'Occident et les États-Unis gèrent l'après 11 septembre. Et là, c'est vraiment crucial parce que du coup, l'ancienne confrontation Est-Ouest a disparu dans leur tête
il y a aujourd'hui un ennemi qui n'est pas idéologique. À la limite, les idéologies se sont rangées dans la coupe, soit du terrorisme qui est de l'anti-américanisme forcément, soit de l'américanisme qui est la civilité. Et il faut repartir de là parce que quand se produit le 11 septembre, et toute la démarche aujourd'hui sort de là, George Bush, le président des États-Unis, qui se trouve dans le sud, dans un collège, il fait une première déclaration. Il dit que de toute manière, c'est un acte de barbare. Son ministre des Affaires étrangères, Colin Powell, dit que c'est une guerre commencée par les non-civilisés et ils paieront le prix. Et le premier ministre italien déclare n'importe comment, même s'ils ont pu conduire les avions et attaquer le World Trade Center aux États-Unis, la civilisation occidentale dépasse toutes les autres civilisations. En fait, on me le fait au poudre, parce que le 11 septembre, c'est déjà l'aboutissement d'une succession de fautes. Et c'est pour cela, j'ai ri très souvent, parce que chaque diplomate américain qui arrive aux États-Unis arrive au Cameroun, demande à me rencontrer d'abord. Au département d'État, on ne comprend pas. Il se trouve simplement que le 11 septembre, je l'avais entrevu, simplement avec le courage de révéler les conclusions auxquelles me conduisent mes recherches et mes réflexions. Les Nations Unies organisent en effet la première conférence internationale sur le racisme en Afrique du Sud du 3 au 5 septembre 2001. Et les pays globalement dits du tiers-monde font voter une résolution assimilant le sionisme au racisme. Le secrétaire d'État américain Colin Powell, avec toute sa délégation de 100 personnes, quitte la conférence. L'Union européenne reste, mais se met en veille. Déjà, Bush, fils qui a pris le pouvoir, qui est arrivé à la tête de la Maison-Blanche en janvier, est arrivé avec un discours, la nouvelle droite américaine dure, qui prêche l'autarcie. Coca-Cola n'a pas besoin de l'Afrique ni de l'Inde et tout ça pour faire des milliards. L'Amérique suffit. La plupart des accords internationaux qui étaient très avancés, parce que Trump n'est pas le premier à casser l'accord sur le climat, c'était d'abord George Bush. Le protocole de Kyoto sur le climat, il dit qu'il ne signe pas, il dénonce. L'accord, le traité sur les bombes à fragmentation, ils n'en veulent pas. Et pire, ce qui est important, vous savez, si vous rencontrez deux enfants qui luttent, il y a un qui est baraqué, qui a le couteau, qui est très fort, et il y a un autre qui a un petit gringalet. Et vous dites, je m'en fous, débrouillez-vous, ça me regarde pas. Ça veut dire que vous avez choisi votre camp. Vous avez choisi le camp, celui qui est très gros, qui va tuer le petit. Alors, voilà ce que Bush avait dit. Et on comprend une nouvelle politique étrangère des États-Unis, vraiment ancrée sur un isolationnisme pur et dur. Donc, quand les États-Unis quittent la conférence, simplement parce qu'on a assimilé le sionisme au racisme, ça crée une situation exceptionnelle que beaucoup de personnes n'entrevoient pas. Dès les premières déclarations de Bush, j'avais commencé à produire une série de documents, de réflexions, pour montrer que là, c'était pas bien. La nouvelle orientation de la politique étrangère des États-Unis était un danger pour le monde et même pour les États-Unis. J'ai produit comme ça 4 articles lourds. Et quand les États-Unis quittent la conférence en Afrique du Sud, le lendemain, je produis un papier assez significatif où j'annonce des conséquences
extrêmement grave pour la sécurité des États-Unis et du monde. 4 jours après, il y a les attentats du 11 septembre. Et c'est pour ça, on a toujours pensé que soit j'étais le petit copain de Ben Laden, soit nous nous téléphonions, soit il m'avait fait des confidences. Non, pas du tout. Je pense que un chercheur, un penseur, c'est celui qui a le courage de se mettre en travers de ce qui constitue les idées ambiantes du moment, de voir derrière la porte, de voir au-delà, de dire pour un certain nombre de raisons qui me paraissent de paramètres, qui me paraissent relever d'éléments non contradictoires, incontestables, j'estime que voici ce qu'on peut avoir comme résultat dans 1 ou dans 2 mois. Beaucoup de gens n'ont pas ce courage-là. Et ce n'est plus de la recherche en réalité. Vous n'aidez personne. Donc, voilà les 3 champs. Et je pense que je suis parvenu à la conclusion que le monde d'après, le monde du futur, n'a pas encore été suffisamment, n'a même pas commencé à être normé. Nous avons une intelligence attardée en réalité. C'est pour ça que le prochain ouvrage qui est prêt, c'est Triomphe et décadence des intelligences. Je pense qu'il faut déjà dans notre propre esprit essayer de nous dire qu'il est possible de normer notre vie autrement. Parce qu'on ne peut pas rester dans le monde actuel et espérer en réalité construire pour l'humanité un destin différent du destin des empires qui se sont éteints ou qui ont disparu simplement parce qu'ils n'avaient pas été suffisamment prévenants. Voilà à peu près, si vous voulez. Je crois que j'ai fait le tour de la question et vous voyez très bien que après des éléments purement factuels, je suis engagé aujourd'hui dans un sondage qui fait le bilan de la manière dont nous avons appréhendé le monde, la manière dont on a géré les rapports sociaux pour une réflexion qui pose fondamentalement le problème de la capacité de l'individu à développer des intelligences nouvelles ou à transcender, non pas les acquis, mais ce que je pourrais appeler les instincts primaires et grégaires pour se projeter davantage. Pas de manière ostentatoire, bien sûr, mais de manière mesurée et cadencée.